Bonjour les amis, aujourd'hui c'est l'histoire d'un matheux racontée par le prof Mogette. Et donc aujourd'hui nous allons voir la vie et l'œuvre de Héron d'Alexandrie, qui a vécu comme son nom l'indique dans la ville d'Alexandrie. Et on va voir trois aspects de sa vie, notamment le triangle et les racines carrées. Alors, il a des dates approximatives, de 50 à 110. Euh, on sait qu'il a vécu après Vitruve, donc qui était contemporain de Pline l'Ancien. Donc, lui, on sait à peu près les dates. Qu'il était actif autour de l'an 62, on verra pourquoi tout à l'heure. Et donc, il a vécu à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ et un petit peu du 2e siècle par d'autres recoupements. Évidemment, la photo n'est pas tout à fait exacte. Alors, Alexandrie, ceux qui ne s'en rappellent plus, c'est en Égypte. C'était la ville édifié Alexandre le Grand. Et donc, voilà à peu près l'idée de la grandeur du monde et de la carte qu'on pouvait avoir à partir de ce moment-là. Donc, on est sur les bords de la Méditerranée. Et ça, c'était pour la géographie. Pour l'histoire, donc, Héron d'Alexandrie est ici, c'est-à-dire que, donc, encore une fois, avant l'an 100, à peu près entre 50 et 110, là, et donc, la... Alexandre le Grand a fondé Alexandrie vers moins 333. Euh, et donc, c'est à partir de là qu'on a eu tous les savants de l'école d'Alexandrie jusqu'à vers 200-300. Et donc, on a eu pour ce territoire-là une influence grecque avec Alexandre le Grand. César, qui a essayé de mettre le feu au moins une partie de la grande bibliothèque vers moins 47 et donc l'influence romaine ensuite. Donc il a vécu en Égypte, mais sous influence romaine. Alexandrie ou Alexandra, donc deux choses absolument incroyables de cette ville, le phare d'Alexandrie, qui est mis sur l'île de Pharos, d'où le nom de phare, le premier phare, euh, dont il reste plus grand-chose, mais quand même un tout petit peu. Euh, alors que pour la grande bibliothèque d'Alexandrie, dont on voit ici une gravure datant du 19e siècle, évidemment, on n'a strictement rien puisqu'elle avait complètement brûlé. Et on ne sait même pas quand. Donc pour la vie de Héron, on va voir trois parties. Donc une partie, l'ingénieur Héron, le géomètre et le calculateur. Pour l'ingénieur, on va faire vite parce qu'on a quelques petites idées de ce qu'il a fait, mais pas tant que ça. Hein. Il a créé des automates, à la fois mus par l'eau, par la vapeur, l'air comprimé. Il a écrit un traité des pneumatiques. Alors, il n'a pas été le premier à créer des automates, hein. Il se trouve que toujours à Alexandrie, vers moins 300, on a Philon de Byzance et Ctesibios d'Alexandrie qui sont les premiers connus à avoir créé des automates. Mais donc, entre moins 300 et le temps de Héron, il n'y a pas d'autres inventeurs d'automates. Alors, quelques idées sur les automates de Héron, hein. Il y a l'orgue à éolienne, donc, où le vent va faire, va donner la musique. Euh, il y a l'éolipile, donc une machine à vapeur, donc avec une boule avec de l'eau chaude dedans. Et donc, quand l'eau est suffisamment chaude, eh ben, la vapeur d'eau va partir. Et donc, comme elle part dans deux euh, petits trous euh, sur un diamètre, eh bien, ça va faire tourner cette boule. Il a repris aussi une idée d'Archimède de Syracuse pour faire ce qui s'appelle la fontaine de Héron, où de l'eau tombe ici et puis donc l'eau va partir en bas, remonter par la force d'Archimède et donc donner une impression de toujours avoir de l'eau qui tombe. Donc les machines de Héron, hein, c'était pour susciter l'étonnement, l'émerveillement. Euh, donc des machines qui faisaient ouvrir automatiquement les portes d'un temple. euh,
où fonctionnait une horloge, hein. Il a même été l'inventeur du premier distributeur payant d'eau bénite, où en mettant une pièce, la pièce faisait lancer un tout petit peu d'eau bénite. Donc, toute espèce de machine aussi pour la guerre, automatisation d'un théâtre. Et toujours cette partie ingénieur, il a calculé l'éclipse lunaire euh, du 13 mars 62, et donc, parce qu'on sait quand ont eu lieu les éclipses lunaires, même si on n'avait pas la date, et donc c'est ça qui nous raccroche avec le fait qu'il était déjà vivant et travaillant à cet âge-là. Maintenant, on va passer sur l'aspect le plus connu de Héron, qui est le géomètre. Euh, ce qu'on en dit Wikipédia, c'est que ces recherches mathématiques visaient principalement l'aspect pratique de la mesure des objets, et c'est vraiment ce qu'on va trouver euh, avec ces triangles. Alors, les triangles de Héron, eh bien, on commence avec la définition d'un triangle de Héron. C'est un triangle dont les trois côtés de longueur A, B, C sont des entiers, et l'aire est également entière. C'est comme ça qu'on définit un triangle de Héron. Alors, petit rappel euh, sur l'aire d'un triangle de côté ABC, hein, l'aire, comme on l'a appris en primaire, c'est la base multipliée par la hauteur, donc B fois H divisé par 2. Hein, et pour se rappeler pourquoi est-ce que cette formule est juste, il suffit de bâtir le rectangle englobant du triangle, qui va être donc un rectangle de côté B et H. Et on voit que ce triangle ici correspond à ce triangle ici, ce triangle ici correspond à ce triangle ici. Donc au total, l'aire du rectangle, c'est deux fois l'aire du triangle. Donc euh, l'aire du rectangle, c'est B fois H. Et donc l'aire du triangle, c'est B fois H sur 2. Ok, donc la fameuse formule de Héron, c'est celle-ci. C'est le fait de dire que j'ai pas besoin de connaître la hauteur, hein, c'est la façon pratique de calculer cette aire. Donc à partir de A, B, C, je calcule le semi-périmètre, le demi-périmètre, donc A plus B plus C sur 2, et l'aire est donnée par cette formule magique, racine carrée de S fois S-A, S-B, S-C. Et donc, on n'a plus besoin de la hauteur, encore une fois, et c'est ça qui fait que c'est facile à calculer. Donc, même si cette formule, a priori, avait été déjà prouvée par Archimède, c'est vraiment Héron qui va la mettre en pratique et euh, faire que son utilisation soit connue par tous. Alors, un exemple tout de suite euh, de triangle de Héron, hein. Le plus petit, c'est le triangle 3, 4, 5, et donc qui est un triangle rectangle en fait, hein, avec une base de 4, une hauteur de 3, l'hypoténuse vaut 5. euh, avec Pythagore, on voit bien que 25 est égal à 9 plus 16. Et donc, si je calcule le semi-périmètre, donc j'aurai 3 plus 4 plus 5 sur 2, ça me fera 6. Et maintenant, quand je calcule l'aire avec A, B, C et S, j'aurai donc 6, racine carrée de 6 fois 6 moins 3, 3, 6 moins 4, 2, 6 moins 5, 1. Et donc, vous voyez que ça fait une racine de 6 fois 6, et donc ça fait bien 6, qui est bien la moitié du rectangle 3 fois 4, ici. Donc voilà notre premier triangle de Héron et la façon de le calculer avec la formule. Maintenant, euh, c'est bien gentil de dire qu'on a une formule, mais on avait déjà une première formule, donc essayons d'aller démontrer cette formule de Héron. Alors, on va partir encore une fois de la formule de l'air qu'on a vue juste avant, formule de l'air et non pas de l'air. Donc BH sur 2. Donc, je remets notre hauteur H ici, et puis donc on va se retrouver à partager notre triangle initial ABC en deux triangles rectangles tous les deux. Un de, avec, en partageant la base entre un côté, disons, de longueur B1 et le reste, donc, qui est de B moins B1, de sorte que la longueur totale soit bien B. Et on va appliquer le théorème de Pythagore dans les deux triangles rectangles.
Allons-y. Donc, sur le premier triangle ici, on a l'hypoténuse qui est A, donc égale A au carré, donc égale à H au carré plus B1 au carré. Et sur le deuxième, on a l'hypoténuse C au carré qui est égale donc à H au carré plus B moins B1 au carré. Donc, on a, par rapport à ABC, on a deux nouvelles inconnues, H et B1, et on a deux équations qui sont données par Pythagore. Deux équations, deux inconnues. Alors, c'est quand même des équations avec des carrés, donc euh, ça va être jouable, on va trouver. Pourquoi? Parce que, comme on le voit sur les deux formules, là, on a le H2 qui est tout seul, et donc on va pouvoir les soustraire et avoir une équation, on n'aura plus que B1. Faisons ça, je fais la différence, donc le côté gauche, j'ai donc C2 moins A2, et sur le côté droit, donc les H2 se suppriment, et il me reste donc B moins B1 carré moins B1 carré. Donc, je développe mon carré ici. Donc, hein, de ce côté-là, j'ai C2 moins A2. Ici, j'ai un B2 carré, ça veut dire là, un B1 carré moins B1 carré qui vont partir, et il me restera donc B2 moins 2 fois B1 fois B. Et donc, on voit qu'on n'a plus qu'un terme avec notre inconnu B1. Donc, on n'a plus qu'à la mettre B de l'autre côté, tout divisé par le 2B, et on trouve la valeur de B1 en fonction juste de ABC. Hein. Et donc, maintenant qu'on a B1, on avait deux équations avec les deux inconnus. Il suffit de remettre, de prendre par exemple la première équation qui était ici. Maintenant, je connais B1 en fonction de ABC, donc je vais connaître H en fonction de ABC. Et une fois que je vais avoir H, je vais pouvoir le reporter dans cette équation de l'air pour pouvoir avoir une aire qui ne dépendra plus que de ABC. Je remplace B1 par sa valeur. Hein, j'ai A2 qui est égal à H2 plus B1. B1 étant égal à ça, ça va être B1 carré. Donc je vais monter ça au carré. Et donc je vais avoir le H2 qui est égal à A2 moins le B1 carré. Donc ça a l'air d'être compliqué, mais ça va simplifier. Donc ici, j'ai encore une fois la formule pour trouver le H2. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est au lieu de prendre l'air égal BH sur 2, je vais prendre cette équation-là au carré, qui va me donner 4 fois l'air au carré égale B2 H2. Comme ça, je vais pouvoir utiliser directement mon H2 ici. Et donc, ça me donnera 4B2 H2 égale, hein, en multipliant par le 4B2 H2 qui est ici, 4B2 A2 moins le reste au carré. Bon, c'est juste un petit calcul, il n'y a pas de choses bizarres. Donc voilà, je fais, je regarde un petit peu mieux ma formule ici et je vois que ici 4B2A2, c'est juste 2AB le tout au carré, moins ce, cette partie-là au carré. J'ai donc la différence de 2 carrés. Et donc, je réécris avec mon 2AB au carré ici. Et donc, la différence A au carré moins B au carré, c'est A moins B par A plus B. Donc, j'applique la formule. Et donc, cette différence de 2 carrés, c'est juste le produit des différences fois la somme des deux parties qu'on a ici. Donc, pas de problème pour ça. Donc, maintenant, je vais juste, dans chacun des deux morceaux, vous voyez que j'ai ici, j'ai deux AB, j'ai un B2, un A2. Donc, tout ça va me donner euh, du A plus B ou du A moins B selon les deux termes au carré. Hein. Donc, je continue, je fais juste la- l'adéquation de tout ça. Et donc, ça me fait, vous voyez, moins par moins C2, plus C2. Et puis après, j'aurai moins A moins B au carré avec les trois termes. Et puis de l'autre côté, je vais avoir le A2 plus B2 plus 2AB. Donc, ça, c'est le A plus B carré moins C2. Et donc, je me retrouve une nouvelle fois à avoir en réalité deux fois une différence de 2 carrés. Donc, rebelote, je remets la différence C2 moins A moins B carré, ça me fait C moins A plus B facteur de C plus A moins B, et pareil pour le deuxième ici. Hein. Et donc comme ça, on voit que on va arriver
à la formule de Héron. Il suffit le 1/16e, on va mettre tout en fonction de 1 demi ici. Hein, je répartis le 16e sur les 4 morceaux. Et maintenant, je vois que cette formule-là, hein, qui était donnée l'air au carré ici, eh bien, c'est juste ces, ces choses-là. Et donc, si j'incorpore maintenant mon S qui était A plus B plus C sur 2, eh bien le S moins A, ce sera donc le A plus B plus C sur 2 moins A. Et donc, ça me fera A sur 2 moins 2A sur 2. Donc, moins A plus B plus C sur 2. Pour le S moins B, j'aurai le A moins B plus C sur 2. Et pour le S moins C, j'aurai A plus B moins C sur 2. Et donc, on retrouve bien nos 4 morceaux ici, hein. Et donc, on a terminé, puisqu'on a bien trouvé que l'air au carré, c'était S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. C'est-à-dire que pour l'air, on a la racine carrée de ces 4 produits. Juste à noter que, au total, c'est bien quelque chose de euh, compatible avec les unités, hein. Si vous mesurez chacune des côtés ABC en mètres, ben, S sera aussi en mètres. S fois S-A sera des mètres carrés. Euh, S-B par S-C sera des mètres carrés. Et donc, racine carrée de mètre carré fois mètre carré, ça donnera bien des mètres carrés. Donc, ça donnera bien quelque chose de homologue à une aire. Voici pour la formule de Héron. Et donc maintenant, eh bien, allons voir à quoi il ressemble, hein. Donc on a déjà vu que le plus petit, c'était le 3, 4, 5. En fait, voilà les premiers avec leur R ici qui est bien entière, c'est obligatoire, et le périmètre qui va se retrouver aussi toujours entier, hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas on peut pas avoir un triangle de Héron avec 3 nombres impairs. Donc, la somme donnera toujours du périmètre quelque chose de pair aussi. Alors, si je regarde un petit peu plus en détail ces premiers triangles de Héron, eh bien, j'aurai ici euh, des, euh, des triangles comme le 4, 13, 15 qui seront donnés euh, des triangles qui n'ont pas de caractéristiques particulières, on va dire. J'ai mis en rouge ceux qui étaient des triangles rectangles, comme le 3, 4, 5 qu'on a déjà vu, et puis j'ai mis en vert des triangles isocèles. C'est pour vous dire qu'on va trouver à peu près tout type de triangle, pas de triangle équilatéral, parce que ça, c'est pas possible non plus. Euh, mais on va avoir des triangles, hein, comme si je prends le 5, 12, 13, là, ben, le fait que ce soit un triangle rectangle, c'est juste que euh, 5 au carré, ça nous fait 25, plus 12 au carré, 144, ça nous fait 169, qui est bien le, le carré de 13. Avec certains qui vont avoir des propriétés particulières, comme justement celui-ci, où l'aire est égal au périmètre, hein. Donc, on a celui-ci, le 6, 25, 29, là, qui est ni triangle ni isocèle, et ben, l'aire est égal au périmètre, est égal à 60 aussi. La question qui vient naturellement, c'est une fois qu'on a vu ces premiers triangles, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, combien est-ce qu'il y en a? Alors, euh, donc, on veut des triangles de côté entier, donc ce qu'on va faire, c'est que on va les générer tous, hein, avec un petit programme Python. Et donc, on va juste se dire qu'on va prendre comme règle que les 3 côtés sont tels que bah, le plus petit côté est au moins égal à 1, que le plus grand côté va être au plus égal à un max donné. Et avec ça, il faut les générer. Donc, quand on regarde, bah, si je prends 1, 2 et 10, évidemment, on ne va pas réussir à en faire un triangle, hein. Dessinez les 3 côtés et puis vous verrez que vous ne pourrez pas en faire un triangle. Donc, il y a des triplets qui ne vont pas donner un triangle. Il y a des triplets qui vont donner un triangle plat, comme le 1, 2, 3. Parce qu'une fois que j'ai mis les deux côtés 1 et 2, bah, il faut que je les mette à plat pour rejoindre les deux bouts. Et puis d'autres, comme 1, 2, 2, par exemple, qui vont bien me donner un triangle.
Hein. Donc c'est pour ça que la question est pas si triviale que ça. Et puis, dernière petite chose, évidemment, et c'est pour ça qu'on a mis ici les trois côtés A, B, C dans un certain ordre, c'est que sinon, pour le triangle 1, 2, 3, ben, en fait, j'aurais six triangles qui sont en fait le même triangle. Hein. Donc, en, en ayant un ordre sur ABC, je vais réduire ces six triangles à un seul, et donc je ne vais pas compter plusieurs fois le même triangle. Alors allons-y. Premier algorithme pour compter les triangles. Donc j'ai un max donné. Ici, mon nombre de triangles, le nombre de triangles nuls et le nombre de pas triangles sont initialisés à zéro. J'ai mes trois boucles avec ABC, avec le fait que je vais respecter. Donc pour A, je vais de 1 à max. Pour B, je vais aller de A à max. Pour C, de B à max. Et comme ça, avec ces indices de boucle, je vais respecter ma formule qui est ici, hein, avec toujours ayant A inférieur à B inférieur à C. Et donc, une fois que je suis à l'intérieur des trois boucles, j'ai un triplet ABC. Et donc, si A plus B est plus grand que C, à cause de mon ordre, eh bien, le nombre de triangles va passer à plus un. Sinon, si il est égal à C, j'ai un triangle nul, hein, d'air nul. Et puis, si ce n'est pas le cas, c'est pas un triangle. Et donc, c'est mon nombre de pas triangles qui va être augmenté. Bon. Et à la fin, je peux les mettre tous. Et puis, je pourrais aussi faire un second algorithme qui, au lieu d'utiliser cette propriété sur les côtés du triangle, utilise directement la formule de Héron. Hein. Et donc, je prends donc exactement le même début avec les mêmes trois boucles. Et maintenant, je regarde juste, euh, le, je calcule mon semi-périmètre, je calcule l'aire au carré, donc S fois S-A fois S-B fois S-C. Et si cette aire est positive, hein, donc là, je vais pouvoir calculer la racine carrée, mais là, je vais dire juste si l'aire est positive, alors mon nombre de triangles est augmenté de 1, j'ai un triangle, et sinon, si l'aire est nulle, alors c'est un triangle nul, et sinon, l'aire est négative, et donc ce n'est pas un triangle. Donc, vous voyez, c'est deux façons d'expliciter un triangle, et là, je n'ai pas besoin de choses autres que la formule de Héron. Alors, voilà les résultats, hein, des deux algorithmes. Donc, à gauche, l'algorithme 1, à droite, l'algorithme 2. Et vous voyez que, évidemment, pour différentes valeurs de max ici, allant de 3 à 300, eh bien, on va avoir exactement les mêmes résultats. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. C'est bien la même euh, façon de d'écrire un triangle à partir d'une formule. Une question qui vient à l'esprit aussi très rapidement, alors je vais quand même, juste quand même pour dire, excusez-moi, sur les grands nombres, là, ce qu'on voit avec l'augmentation de max, hein, c'est que le nombre de triangles va augmenter de façon quasi exponentielle, hein, c'est de la combinatoire, donc c'est normal. Mais donc évidemment que il y a beaucoup de, il va y avoir beaucoup de triangles euh, de Héron, hein, juste avec vous voyez que juste avec des nombres entre 1 et 5, on trouve déjà 22 triangles de Héron. Euh, la question ensuite, parce qu'on avait aussi tout à l'heure, dans les premiers triangles de Héron, certains qui étaient des triplets de Pythagore, c'est-à-dire avec un triplet de Pythagore, c'est juste trois entiers ABC non nuls tels que A au carré plus B au carré est égal à C au carré, donc la propriété du théorème de Pythagore pour un angle droit. Et donc la question c'est est-ce qu'il y a des triplets de Pythagore qui ne soient pas triangles de Héron? Et la réponse est non. Euh, une façon de définir tous les triplets de Pythagore, entiers ABC, c'est de les définir à partir de deux autres entiers P et Q, hein, des entiers P et Q avec P plus grand que Q, tel que le PJCD de PQ soit égal à 1, donc les entiers premiers entre eux. Et on prend A égale P2 moins Q2, B égale 2PQ, C égale P2 plus Q2. Donc quand vous faites
A au carré plus B au carré, ça va bien vous donner C au carré. Et quand vous calculez l'air, eh bien, l'air, ça va être A fois B sur 2. Et donc, quand je remplace, je vais avoir bien la valeur de A, P2 moins Q2, fois la valeur de B, 2PQ sur 2. Et donc, je simplifie par 2. Et donc, ça me donne bien un entier. Donc, un triplet de Pythagore est forcément un triangle de Héron. Là, du coup, quand je prends les premières valeurs de P et Q, voici mes valeurs de triplet de Héron. Donc, on retrouve bien le 3, 4, 5, hein, le 6, 8, 10, le 5, 12, 13. Hein, encore une fois, on trouve le 6, 8, 10 qui est deux fois le 3, 4, 5 accolé, triangle isocèle. Euh, et puis, je ne trouve pas ici le 6, pardon, le 6, 8, 10, pardon, c'est le deux fois le 3, 4, 5. Hein, et donc ensuite, j'ai le 5, 12, 13. Si je regarde toujours je veux visualiser mes triplets de Pythagore. Hein, voici une visualisation où sur l'axe des x, entre 0 et 4400, là j'ai x, une valeur x, sur l'axe des y qui vaut pareil. Et puis, le point, si le x2 plus y2, donc en fonction de mes coordonnées x et y, est égal à z2, donc un carré, hein, alors je veux mettre le point en bleu. Et donc, on voit que les points où il y a des, XY tel que on a un Z qui donne bien un triplet de Pythagore, x2 plus y2 égale z2, ben, c'est tous ces points bleus. Et donc, c'est logique que ça fasse avec les multiples, ça fait ces pseudo droites continues. Hein. C'est juste une impression, ça, qui est donnée par le fait que on va de 0 à 4500, donc c'est très grand. En réalité, c'est plutôt, comme on voit au milieu, entre deux lignes qui ont l'air continues, c'est plutôt des lignes avec différents points qui vont être les multiples. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'on a aussi d'autres types de lignes qui ne sont pas droites, là, des choses qui paraissent un petit peu bizarres, des elliptiques. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant à noter quand on regarde juste les triplets de Pythagore. Alors, si on veut aller compter le nombre de triangles de Héron et puis comparer avec Pythagore pour savoir qui en a le plus, parce qu'on vient de voir qu'il y a beaucoup de triplets de Pythagore, et ben donc on va faire un- un troisième petit programme, donc qui est exactement comme les deux précédents, encore une fois avec les, les, les valeurs de A, B, C, A inférieur à ou égal à B, inférieur ou égal à C. Et puis, ben, on calcule notre R2, et puis on va juste, par rapport à l'algorithme précédent, voir si la racine carrée de R2, c'est-à-dire R, est bien un entier, alors on a un triangle de Héron en plus. Hein. Et puis, bah, si on a euh, A2 plus B2 qui est égal à C2, on a un triangle de Pythagore en plus. Donc, comme ça, on va pouvoir calculer la répartition. Donc, pour un max de 20 ici, vous voyez que donc, ça nous donne 825 triangles. Et sur ces 825 triangles, on a 18 triangles de Héron et 6 triangles de Pythagore. Donc, le rapport, donc on a trois fois plus de triangles de Héron que de Pythagore. Et si on augmente notre max, avec encore une fois le nombre de triangles qui grandit exponentiellement, eh bien notre nombre de triangles de Héron va grandir beaucoup plus vite que le nombre de triangles de Pythagore. Et on voit que donc, le rapport entre les deux ne cesse d'augmenter. On peut imaginer que ça va être tout le temps comme ça. Et donc, plus j'ai des triangles avec le plus grand côté grand, et plus j'ai de chances de trouver un triangle de Héron par rapport à un triangle de Pythagore. Donc, en conclusion, on a beaucoup de triangles de Héron. Et donc, puisqu'on a beaucoup de triangles de Héron, bah, ça m'a donné l'idée
faire des pavages avec tous ces triangles-là, hein. Euh, mais on va le voir juste après. Mais il y a d'autres choses qu'on peut aller voir. Se dire que au lieu des triangles, on pourrait avoir des quadrilatères de Héron. Il suffirait d'avoir une quatre côtés et entier avec une aire entière. Et donc, ça nous ferait un quadrilatère de Héron. Euh, oui, en fait, on va plutôt appeler dans la pratique un quadrilatère de Brahmagupta pour un autre savant indien. Euh, et puis aller vers des polygones, donc pas se restreindre à trois ou quatre côtés, hein. Alors, si je prends un quadrilatère avec quatre côtés ABCD entiers, euh, le fait est que par rapport au triangle, je peux, vous imaginez, avoir les quatre côtés et puis ils sont juste mis avec quatre brindilles avec un morceau de scotch et donc vous pouvez les bouger et donc changer l'air, hein. Et donc il y a une façon où euh, l'air sera la plus petite possible en fonction des valeurs de ABCD, une façon où elle sera la plus grande, mais entre la plus petite et la plus grande, il y aura sans doute éventuellement plusieurs aires entières. Et on peut même aller encore plus loin et aller se dire, mais alors, continuons à généraliser en allant en 3D, hein. Donc, est-ce qu'il y a des figures 3D qui vont être avec à la fois les côtés, hein, les facettes et le volume entier? Et donc, la réponse est oui. Et le plus simple, c'est le tétraèdre parfait dit de Héron, qui a donc un tétraèdre, je vous rappelle, c'est quatre faces triangulaires. Et donc, les six arêtes, les quatre faces triangulaires et le volume tous entiers. Alors, par contre, évidemment, il n'y en a pas beaucoup pour réussir à matcher ça. Et donc, en voilà un qui a priori doit être le plus petit, où vous avez deux arêtes qui sont parmi les six arêtes qui sont égales à 896 et 990. Les quatre autres arêtes sont égales à 1073. Et donc les deux arêtes 896 et 990 sont dites opposées, c'est-à-dire que si une arête est celle-ci, alors l'autre, l'arête opposée sera celle-ci. Donc pour ne pas que ces deux arêtes forment un des quatre triangles. Et donc ça veut dire que à chaque fois, vous aurez un triangle fait avec soit 896, soit 990, et deux fois 1073, donc des quatre triangles isocèles, hein. Et donc, selon encore une fois que ce soit la troisième arête, soit 896 ou 990, ben, les aires entières, mais pas égales, et du coup, un volume de ce euh, tétraèdre qui sera bien également entier. Alors, volume de tétraèdre entier, vous vous rappelez tous évidemment parfaitement comment est-ce qu'on calcule le volume d'un tétraèdre. C'est comme pour une pyramide, hein. C'est juste la surface de la base multipliée par la hauteur et divisé par 3. Donc, quelque chose qui semble très facile, sauf que quand je prends mon tétraèdre comme ça, ben, allez, je connais mes six valeurs entières d'arête. Si je veux aller calculer la hauteur, hein, tout à l'heure on l'a fait en 2D pour calculer notre hauteur h du triangle. Ici en 3D, vous voyez que ça va être quand même beaucoup plus compliqué d'aller trouver la hauteur, hein. Et magie, on peut généraliser notre formule de Héron en 3D, hein. C'est ce qui était fait avec un déterminant de Cayley-Menger, euh, le même Cayley que Cayley-Hamilton, un mathématicien anglais. Et donc, on obtient une formule comme ça où on a l'air en fonction du déterminant de cette matrice euh, 5,5, hein, avec que des 1 sur la première et dernière colonne, sauf des zéros sur la diagonale. Et puis, bah, ici, vous voyez, sur la deuxième ligne et deuxième colonne, vous avez les côtés A', B', C'. Donc, le A', c'est le côté opposé au côté A, le B' au côté opposé à C, C côté opposé à C'. Et dans le sous-déterminant qui reste, eh ben, on n'a plus que du A, B et C. Et donc, on obtient quelque chose encore de très facile à calculer directement avec les six valeurs. Alors, on revient
à l'idée de se dire, bah, on pourrait faire des pavages avec tous les triangles de Héron. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait depuis 4 5 ans, uniquement avec des élèves ingénieurs en bac+1, donc qui venaient de passer le bac, hein, sur des petits projets. Et donc, l'idée, c'est, je vais prendre un grand triangle ABC, par exemple un triangle rectangle, qui soit un triangle de Héron, et je vais essayer de le couper en deux. Et donc, le couper en deux, ça veut dire que je vais mettre un point ici, et puis je vais me balader sur l'hypoténuse ici. Et puis, si j'ai un point ici sur l'hypoténuse qui est tel que la grandeur du côté soit entière, et que ce triangle-là, évidemment, la longueur ici doit être entière, donc je me balade d'entier en entier, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, une longueur entière ici. Si j'ai une longueur entière ici, et que l'aire du premier triangle est entière, alors forcément que, puisque l'aire entière de tout le triangle ABC euh, l'était, donc en supprimant un triangle d'aire entière, le reste va être encore une aire entière, et donc je n'aurai plus qu'à recommencer. Je peux faire ça avec le premier point, avec celui-là, ou avec le troisième, hein. Et donc, la, la question, c'est est-ce que je vais avoir beaucoup de cas où je peux couper un triangle de Héron en deux triangles de Héron? Et la réponse, comme vous allez le voir, c'est souvent. Et donc voilà une idée de pavage de Héron où en fait on a, vous voyez que j'ai la diagonale, là, j'ai deux triangles initiaux qui étaient le même triangle de Héron pour faire le rectangle. Et puis dans chacun, je vais aller couper en sous-triangle de Héron. Donc ici, j'en ai que quelques-uns, mais vous voyez que on peut aller très très vite avoir beaucoup de triangles. Là encore plus de triangles, hein. Et donc là, vous voyez encore la diagonale qui partage mon rectangle. Mais on peut se retrouver très très vite avec des centaines et des centaines de triangles, dont ici, pas mal vont être le plus petit triangle, le 3, 4, 5, quoi. J'en ai aussi fait un jeu qui va être bientôt disponible sur Pépémoj, où en fait on a initialement hein, un découpage d'un triangle de Héron en différents triangles de Héron. Euh, et puis bah, on va vous donner les morceaux du découpage ici, et vous aurez besoin de les remettre sur le support de sorte à refaire le triangle initial. Donc évidemment, on voit que plus il va y avoir de triangles ici dans le découpage, plus la reconstruction va être difficile. Voilà, ça c'était pour les triangles de Héron. Maintenant, on va voir la partie calculateur de Héron, qui est en fait relative à ce qu'on vient de voir, à cette fameuse formule. Et c'est pour ça que les, les deux parties entre le calcul de l'aire d'un triangle et maintenant euh, ce qui nous attend, euh, qui va être le calcul de la racine carrée, hein, bah, c'est tout simplement parce que, évidemment, dans l'aire, la façon de calculer l'aire pour Héron, on a vu que ça prenait cette racine carrée. Donc, on a vu que quand on avait un triangle de Héron, bah, en fait, à l'intérieur de la racine carrée, on allait avoir des carrés parfaits, et donc il n'y avait pas besoin de faire de calcul de racine carrée, hein. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas le cas, hein, eh bien, va avoir une aire entière, et donc il faut que je calcule une racine carrée qui va être, qui va pas tomber juste, on va dire, et tout ça, évidemment, sans calculatrice. Il y a 2000 ans, il n'y avait pas beaucoup de calculatrices sur le marché. Donc, allons-y. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Bon, cette méthode de Héron, encore une fois, c'est comme euh, pour le reste, hein. Cette méthode avait déjà été utilisée à Babylone, donc avec la grande bibliothèque. Héron a pu trouver tout ce qu'il fallait pour faire sa bibliographie, mais voilà comment est-ce que ça va être rejoué. Donc, le fait de se dire que je veux une racine carrée, finalement, hein, ben, c'est ça, c'est que si j'avais un carré, eh ben, ce carré, il aurait une aire de A, et ce que je veux calculer, c'est racine carrée de A, qui me donnerait C, qui est le côté du carré. Bon.
Et donc, c'est simplement en utilisant cette vision géométrique qu'on va trouver une méthode pour calculer la racine carrée. Donc, je connais A, je vais choisir un entier que je vais appeler long 1, qui va être la valeur que vous voulez entre 1 et A. Et je vais me dire que ça va être long 1 va être la longueur d'un rectangle. Et ce rectangle, je veux qu'il ait une aire de A. Et donc, en faisant ça, bah, évidemment, ça veut dire que sa hauteur, O1, bah, c'est juste A divisé par long 1, parce que quand je multiplie long 1 par O1, j'aurai long 1 fois A divisé par long 1, et ça me fera bien le A. Et donc, du coup, si long 1 est égal à O1, j'ai terminé, j'ai trouvé la valeur de C, parce que j'ai la hauteur qui est égale à la longueur, donc j'ai bien un carré. Si ce n'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il suffit de se dire, dans mon rectangle initial, là, j'avais un côté qui était trop long et un côté qui n'était pas assez long. Et donc, au lieu de long 1, maintenant, je vais essayer de mettre la valeur moyenne entre la valeur trop longue et la valeur trop petite. Et c'est comme ça que je vais définir long 2 par la moyenne entre long 1 et O1. Et donc, ayant long 2, je vais avoir un rectangle qui va être un peu moins long et un peu plus haut. Et O2 va être défini toujours pareil, hein, c'est juste grand A divisé par long 2. Et je recommence. Alors, allons voir avec, je prends A égale 30, la constante de Guédon, et allons calculer la racine carrée de 30. Donc, 30, 5 fois 5, 25, 6 fois 6, 36. Donc 30, c'est entre 25 et 36. Donc si je prends longue 1 égale 5, donc le O1, ce sera 30 divisé par 5, et ça me fait 6. Et donc je vois que j'ai un rectangle qui fait 5 par 6. Donc mon long 2, ce sera la moyenne entre 5 et 6, donc 5,5. Hein. Et donc mon O2, ce sera 30 divisé par ce 5,5. Et ça me fait 5,45, 45, 45, 45. Une petite infinité de fois. Donc, long 3 va être la moyenne entre le 5,5 et le 5,45 qu'on a vu ici. Et donc, ça me fait cette valeur-là. Et long 3, toujours pareil, donc 30 divisé par long 3, ça me fait cette valeur-là. Hein. Et quand je recommence encore une fois, au long 4 et au 4, hein, j'ai ces valeurs-là. Et donc, je vous ai mis en mauve ici les chiffres qui correspondent à racine de 30. Là, on a quelques premières décimales de racine de 30. Et vous voyez que sur la première fois, pour long 2, là, j'avais un chiffre qui correspondait. Hein, la valeur, c'est 5,47. Et donc, euh, j'étais à 5,45, entre 5,45 et 5,50. Hein, donc, effectivement, le 47. Donc, j'avais un chiffre après la virgule qui était juste. La fois d'après, j'en avais 3, et la fois d'après, j'en ai 3, 6, 9. Et donc, euh, ça veut dire que, et c'est ce qu'on peut démontrer théoriquement, que le nombre de décimales va le nombre de décimales juste fait par quelques itérations de ça, va me donner très très vite une aussi bonne approximation que je veux. Hein. Et donc en informatique, on dit que c'est un algorithme à convergence quadratique, c'est-à-dire que le nombre de bonnes décimales est doublé à chaque itération. Et donc ça fait que, euh, donc, quelle que soit la valeur que je vais avoir ici, quelle que soit la valeur initiale que j'ai là, j'ai pas besoin euh, de faire de grandes choses. Hein. Je vais simplement lire ma valeur et faire une simple boucle, par exemple, de 10 valeurs, de 10 itérations, hein, en trouvant mon nouveau haut et mon nouveau long. Euh, et avec ça, si au premier coup j'ai une décimale de juste, la deuxième fois j'en aurai deux, la fois d'après j'en aurai 4, puis 8, 16, 32, 64, 128. Et donc avec juste 10 itérations, je suis sûr que j'aurai plus
de bonne valeur que je puisse en mettre dans un nombre réel. Et donc, c'est pour ça que à chaque fois que vous allez utiliser votre calculatrice pour trouver une racine carrée, eh ben, vous penserez à Héron parce que, en fait, quand on appuie sur cette fameuse touche racine carrée, c'est l'algorithme de Héron qui va s'appliquer. Et donc, voilà, pour terminer, on peut dire que Héron, c'était un ingénieur qui a fait plein de machines. C'était un fameux géomètre qui essayait de calculer juste avec les valeurs des côtés, qui aimait les entiers comme toute la partie de la culture grecque, et aussi un calculateur qui était capable donc d'aller calculer cette fameuse racine carrée. Donc, pour terminer, bah, l'ibis, c'était l'oiseau sacré en Égypte, mais Héron, c'était un drôle d'oiseau. Hein. Et donc, c'est là que s'arrête mon histoire de ce matin sur Héron d'Alexandrie. À bientôt pour les nouvelles aventures.